Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, merci pour le ballon. Je le reprendrai pour mon fils, figurez-vous, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cécile et je lui souhaite heureux, je la cherche. Elle est juste là-bas, au bout. Donc joyeux anniversaire et c'est le lendemain de l'anniversaire de mon fils, donc c'est une excellente période pour avoir son anniversaire. Merci pour le ballon. Alors, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous et en plus dans ce lieu, puisque Cécile, si tu veux poursuivre et fêter ton anniversaire, il y a la boule à facettes, qui est quand même l'incontournable de toutes les soirées en Wallonie. Donc n'hésite pas, si jamais on peut prolonger. Je suis ravi d'être avec vous, comme je vous le disais, parce que, comme les prédécesseurs l'ont indiqué, nous sommes dans une période où nous mettons en œuvre des réformes importantes, des réformes que notre formation politique appelle de ses voeux depuis de très nombreuses années. Mais avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur une question qui est fondamentale, qui est celle de la liberté. De la liberté pour nous, bien évidemment, mais la liberté aussi pour chacune et chacun à travers le monde. C'est la raison pour laquelle je voulais commencer ce discours en rendant un hommage aux femmes et aux hommes qui, en Iran aujourd'hui, se battent pour notre modèle libéral, pour pouvoir avoir le droit de débattre, pour avoir le droit de faire des choix de vie, des choix religieux, des choix d'opinion. Et le vrai courage, c'est celui-là, celui qui illustre cette photo où on voit cet homme devant des motards du régime qui est prêt à sacrifier sa vie pour ce qui nous paraît, nous, tellement naturel. Le fait de pouvoir vivre dans une démocratie libérale nous paraît tellement banal, tellement acquis. Eh bien, je pense que ces combats à travers le monde doivent nous rappeler que ces libertés sont sans aucun doute nos biens les plus chers et que nous devons sans cesse les défendre. Mais si nous voulons les défendre avec conviction, nous devons les défendre pour chacune et chacun. Le projet libéral, par définition, est universel. On ne peut pas vouloir la liberté pour soi si on ignore celle des autres. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande vraiment de soutenir ce combat, de soutenir toutes les femmes et les hommes qui, à travers le monde, se battent pour leur liberté. Ça peut se faire très facilement parfois, avec simplement un message sur les réseaux, partager des informations, les diffuser. Mais en tous les cas, je peux vous dire que je reste très interpellé par le fait que dans notre pays, les médias couvrent si peu un événement comme celui-là, parce qu'il est important pour eux, mais il est aussi important pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, si on est sincère dans la défense de ces libertés, l'Union européenne doit être beaucoup plus occupée à préserver sa souveraineté. Car il n'y aura pas de capacité pour l'Union à défendre ses valeurs si elle n'a pas un plein engagement pour la souveraineté. Ces dernières années, l'Union européenne a souvent préféré le confort des postures à la dureté de la réalité. Car oui, c'est très facile de condamner les propos d'un chef d'État. C'est très facile de dire que l'on s'inquiète d'une situation. C'est beaucoup plus dur de faire en sorte de garantir son autonomie sur le plan militaire, même si ce n'est pas populaire. C'est beaucoup plus dur de garantir son autonomie sur le plan industriel, même si là aussi, ça ne fait pas que des heureux. C'est beaucoup plus dur de garantir son autonomie sur le plan énergétique. Et ce n'est pas par distraction que le mouvement réformateur, avec différents membres, à commencer par notre président de fédération, David Claraval, s'est engagé pour la poursuite du nucléaire qui a pu être concrétisé par la Géorgie. À travers ce débat, nous n'étions pas dans une querelle politique comme certains ont essayé de le faire croire. Nous étions au contraire dans un engagement pour la souveraineté et l'avenir de notre pays. Car il n'est pas possible de faire la leçon au monde entier quand on est dépendant de la Chine pour l'industrie, du monde arabe et de la Russie pour l'énergie et des États-Unis pour notre sécurité. Alors oui, nous serons véritablement sincères dans la défense de nos valeurs
lorsque nous serons courageux dans les choix politiques, même si on a voulu faire croire pendant de très nombreuses années à nos concitoyens que l'on pouvait vivre sans industrie, que l'on pouvait vivre sans énergie, ou du moins avec une énergie qui tombe du ciel, que l'on pouvait vivre également sans devoir investir dans nos travaux. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le vrai courage politique. Oui, nous devons acheter du matériel militaire. Oui, nous devons réindustrialiser l'Europe. Oui, nous devons nous équiper en matière énergétique. Et aujourd'hui, malheureusement, le débat politique n'est pas à la hauteur. Nous passons des heures au Parlement à débattre pour savoir si le prix de la frite a augmenté de 17 ou de 7. Pendant ce temps-là, les vrais enjeux ne sont pas abordés. Or, s'ils ne sont pas abordés et pris en main, on ne parlera plus de frites dans quelques années, ni de sortie au kayak. Parce que, à la fois, notre bien-être économique sera menacé, mais notre capacité politique à garantir le bien-être de nos concitoyens sera totalement réduite à néant. Alors, si on veut avancer, on doit faire des réformes. Et les réformes, c'est le mouvement réformateur. Ces réformes, il y en a de nombreuses. On avait investi dans la défense, on s'engage pour la sécurité intérieure. Il y en a une, en particulier, qui est très emblématique, qui est la limitation du chômage à 2 ans, portée par Daniel Claraval. Cette limitation nous a été présentée comme une grande catastrophe pour nos concitoyens. Mais je vais vous retrouver le problème. Est-ce que le chômage à vie a été porteur de bien-être? Si vous pensez que le chômage à vie est porteur de bien-être, je vous invite à aller dans certains quartiers de la région de Charleroi, de Liège ou de Mons, où je viens. Voir ce que l'inactivité, parfois sur plusieurs générations, a créé comme déclassement social, comme abandon de quartiers mais aussi de personnes. Alors bon, mesdames et messieurs, le chômage à vie n'était pas la solution. Même Jean-Luc Mélenchon en France ne défend pas cette idée. La solidarité, mesdames et messieurs, doit aller dans les deux sens. Il faut bien évidemment que l'État soit à vos côtés lorsque vous avez un accident de la vie. Mais vous devez contribuer au bien collectif lorsque vous en avez la capacité. C'est la raison pour laquelle la limitation du chômage dans le temps est beaucoup plus qu'une mesure budgétaire. C'est une véritable révolution culturelle. C'est une révolution qui amène l'idée selon laquelle chacune et chacun va pouvoir contribuer à la hauteur de ses capacités. C'est surtout un message fort, un message libéral. Le message qui était au cœur de notre campagne, c'est que le travail revient au centre de la société. Alors, il y a beaucoup de manifestations. Et toutes ces manifestations, toute cette contestation suscite du trouble, parfois jusque dans nos trous. On doute. Mais j'ai été assez bien rassuré durant les vacances. Parce que j'ai lu l'interview du boulanger de Charleroi. Durant les débats, le boulanger de Charleroi expliquait au bûcher de Mons qu'en fait, il n'y avait pas de chômage, que ça n'existait pas, que c'était du populisme. Et pourtant, quand j'ai lu les déclarations de Paul Maillet, pour ceux qui n'avaient pas compris la classe, le bûcher court, c'était plus évident. J'ai lu la texte et je dis quoi? J'ai découvert que Paul Maillet a indiqué qu'on ne requintait pas que ça le chômage limité dans le temps. Pourquoi manifeste-t-il? Pourquoi ce blindit? Nous avons fait ce que lui et ses acolytes n'ont jamais eu le courage de faire. Mais dites-vous une chose, mesdames et messieurs. Ils manifestent, ils crient, ils tentent de nous perturber, mais ils ne changeront rien aux réformes que nous avons mises en place. Rien, dans aucun domaine. Pour une raison qui est très simple. C'est que ces réformes, elles sont indispensables pour l'intérêt de notre pays. Elles sont indispensables si on veut faire en sorte que la Belgique,
revienne tout simplement dans la moyenne européenne. Que la Belgique puisse à nouveau compter dans le débat. Que la Belgique puisse surtout donner un avenir à nos enfants. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a deux manières de faire la politique. Soit ce qui vous préoccupe, ce sont les prochaines élections, soit vous êtes préoccupé par les prochaines générations. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que ce que nous sommes en train de préparer aux prochaines générations, c'est pas très agréable. Nous avons un déficit colossal, une dette extrêmement importante. Alors, je pourrais vous citer en pourcentage du PIB, ça n'a aucune importance. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que chaque enfant qui naît aujourd'hui en Belgique a une dette comprise entre 50 et 60 euros. Ça veut dire que si vous avez un fils ou un petit-fils, ou une petite-fille, ça marche ici, eh bien, cet enfant va déjà devoir gagner durant sa vie 60 000 euros pour rembourser notre avenir de vie. Puis cet enfant va devoir gagner de l'argent pour assurer sa propre survie. Et au surplus, il devra payer la solidarité de sa propre génération. Ça fait beaucoup d'impôts. Alors je vous dis, mesdames et messieurs, les réformes que nous portons, nous ne pouvons pas toutes les. Elles sont justes, elles sont courageuses, et elles sont surtout inéluctables. Parce que je pense que personne parmi vous ne souhaiterait aller au restaurant, commander du homard, du champagne et du caviar, et puis téléphoner au couteau ou à la petite fille en lui disant il faudrait que tu passes au restaurant pour réduire la note. Pourtant, c'est exactement ainsi que nous vivons. Nous vivons en consommant ce que nous n'avons pas créé comme richesse. Nous ne répartissons pas la richesse, nous répartissons la dette. Et donc les impôts de demain. Alors, vous direz, c'est bien pour le constat, mais quelle est la solution? Les solutions, il n'y en a que deux. La première, c'est d'augmenter la croissance. On doit augmenter notre richesse collective. Je sais que ce mot est un mot tabou. C'est un mot suspect. Pour certains, c'est presque un mot coupable. La croissance nous rendrait malheureux. La croissance, c'est ce qui nous permet ce soir d'être pensants, de pouvoir échanger, puis après de partager un rêve. Avant la croissance, vous seriez ce soir en train d'essayer de trouver du bois peut-être pour vous chauffer, et vous passeriez les autres mois d'année à essayer de cultiver le potager juste pour vous nourrir. Toute l'économie, tout notre mode de vie, aujourd'hui s'appuie grâce à la croissance extraordinaire que nous avons eue pendant les 2 siècles passés. Nous devons renouer avec la croissance. Nous devons refaire de la richesse. Nous devons nous investir dans les secteurs d'avenir, à commencer par l'intelligence artificielle. Là, il y a du travail. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, 5% des investissements mondiaux en intelligence artificielle se font en Europe. 52% aux États-Unis, 40% en Chine. La solution est très simple. C'est que si nous n'augmentons pas notre investissement dans ce qui sera, sans aucun doute, la plus grande révolution industrielle de l'histoire, eh bien nous serons vassalisés. Soit par la Chine, soit par les États-Unis, soit par les deux. Parce qu'avoir une autonomie économique, c'est avoir la capacité de porter un projet de société. Et donc, vous savez, mesdames et messieurs, je fais parfois l'objet, très rarement, de quelques polémiques. Certains se croient malins à caricaturer les choses. Mais, quel que soit le risque, je considère que faire de la politique, c'est pas utiliser des bons mots, c'est dire la vérité aux gens. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'on va devoir se retrousser les manches. On va devoir remettre des industries. On va devoir réinvestir dans la technologie. Et dans le même temps, nous allons également devoir réduire les dépenses publiques, et j'y reviens. Alors la gauche, elle a une solution toute facile. Elle nous dit, il faut taxer les épaules les plus larges. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais la question est de savoir
qui sont les épaules les plus larges? Alors moi, je me suis un peu renseigné. J'ai été voir parmi les groupements logiques qui étaient vraiment les gens qui étaient les costauds. Ici, dans ce costalo, un Mexique. Et j'ai eu une fameuse surprise. J'ai découvert que les mutuelles avaient 6 milliards d'euros de patrimoine. Ça, c'est de l'argent. Je sais, pour la touriste, c'est de l'argent, c'est bon, la personne qui a réussi à avoir un deuxième, un troisième appartement en dehors. Si on ne parle pas de petit appartement, on parle de plus de 6 milliards d'euros de patrimoine. Patrimoine privé. Alors, si vous ne le connaissez pas, parce que j'ai lu dans la presse ces derniers jours qu'il s'agissait d'un fonds de réserve. Vous avez le fonds de réserve pour, vous comprenez, pouvoir payer vos soins de santé. Déjà, les docteurs à l'aise, vos soins de santé, ils ne sont pas payés dans ce mutuel, ils sont payés grâce à vos cotisations sociales, prélevées par l'État, et c'est l'État qui vous rembourse. Mais l'État passe par un véhicule, les mutuelles, vestige d'un temps ancien. Aucun pays dans le monde ne fonctionne comme ça. Aucun. En France, vos soins de santé sont remboursés. Il n'y a pas de mutuelle. C'est un normal de mutuelle politique. C'est l'État qui nous rembourse. En Belgique, vous pouvez le faire aussi. C'est peut-être que j'avais la sorte pour certains d'entre vous. Mais ne faites pas chez la langue mutuelle. Vous pouvez aller à la tête. Ça se passe très bien. Ces mutuelles, aujourd'hui, n'ont pas un fonds de réserve. Elles ont un patrimoine de 6 milliards à travers des domaines similaires. Des actions en bourse, des obligations, des hôtels. Il y a d'ailleurs un hôtel dans la région de Tinon qui appartient à la mutualité socialiste. Très bel hôtel. Il organise des réunions de voitures de luxe. Et il n'est pas en grève, il faudrait grève, on va vérifier. Alors, comment peut-on expliquer qu'une grande ASBL, comme par exemple les Beauvosseurs, paye un impôt sur le patrimoine de cette structure, 0,45% chaque année, et des mutuelles en sont exonérées? Je comprends pas. Mais je me suis dit, ça va être un oubli. Alors, j'ai creusé un peu plus loin, et je me suis rendu compte que les mutuelles vendaient des produits d'assurance comme les assurances privées, aux assurances hospitalisation complémentaires. Et là, j'ai quand même une surprise colossale. C'est que sur la même période, DKV a payé 100 millions d'euros d'impôts. Et vous savez qu'on a oublié les mutuelles? Zéro. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas quelqu'un comme Jean-Pascal Lamy. Pas un homme de gauche. Un homme qui va sur les plateaux radio expliquer, télévision, expliquer que les patrons gagnent trop, alors qu'ils gagnent plus. Et qu'il veut que ça se sache. Pas lui qui dit que les entreprises doivent contribuer. Un homme de solidarité quand même. Un homme de gauche, un homme moral, c'est un homme de gauche. Ça va figurer la ici. Et à côté de ça, ces mêmes structures demandent du soutien pour organiser par exemple un festival de musique à la lune. Et cela, à un moment, veut arrêter de sourire les gens. Alors je connais la réponse. La réponse, elle est très facile. C'est du populisme. J'ai déjà vu ça. Vous savez, c'est du populisme. C'est du populisme de faire croire aux gens ce qui n'est pas. Or, tout ce que je viens de quantifier sont des faits. Ce sont des faits vérifiables. Et pourquoi il me dit la décilité? La décilité, elle est très simple. Les gens sont en général très indécis quand on parle d'argent. Et surtout quand on parle de l'argent. Et ici, en Belgique, on a un modèle entre les syndicats et les mutuelles. Il est un modèle économique extrêmement rentable et qui est un modèle politique qui donne beaucoup d'influence à des gens qui n'ont jamais été élus par personne. Alors oui, mesdames et messieurs, je l'assume, au risque de quelques polémiques, mais j'assume le fait de toucher au grand tabou de ce pays. Il n'est pas normal que les mutuelles aient pu éluder 400 millions d'euros d'impôts sur les 4 dernières années. Il n'est pas normal que les mutuelles ne payent pas les mêmes impôts que les mêmes structures qui sont soumises exactement aux mêmes règles. Il n'est pas normal que l'égalité devant l'impôt qui est prônée par la gauche ne soit pas respectée par ces mêmes structures.
Alors notre proposition, elle est très simple. C'est d'aligner le niveau de fiscalité mutuelle au même niveau que les structures identiques. Non pas pour faire une économie budgétaire, mais pour baisser l'impôt. Pour baisser l'impôt des personnes qui commencent un emploi. Leur permettre la première année d'emploi de payer la moitié des impôts qu'ils auraient dû payer. Pourquoi? Pour donner un incident au travail. Pour permettre à ces mutuelles de joindre les actes à la parole. De poser un acte de véritable solidarité. Un acte d'intérêt général. Alors oui, mesdames et messieurs, le mouvement réformateur va avancer dans cette direction. En dépit de toutes les attaques, en dépit de toutes les critiques. Parce qu'il y a un élément qui est fondamental. C'est la justice, c'est le respect des règles, c'est un principe d'égalité, et c'est le fait que chacun doit participer à la solidarité. Alors, je vous parlais de l'élection des dépenses publiques. On doit aller beaucoup plus loin. Il y a trop de politique en musique. On est trop nombreux. Il y a trop de structures. On doit réduire. On a décidé au niveau wallon de supprimer le niveau politique des provinces. Que les agents provinciaux ne s'inquiètent pas. Bien évidemment que l'enseignant qui enseigne dans le réseau provincial continuera à être enseignant, on a besoin de lui. La vraie question, c'est est-ce que lui a besoin de conseillers provinciaux, de députés provinciaux, ou en plus des autres structures politiques déjà existantes. Je n'en suis pas certain. Et à ce titre, je voudrais en particulier dans cette province remercier Sabine et Mélanie parce qu'elles font partie des élus provinciaux qui ont des élus provinciaux qui se sont déjà engagés dans cette réforme, qui veulent faire en sorte que l'ensemble des moyens utilisés aujourd'hui pour les structures publiques soient rendus aux citoyens. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Parce qu'elles n'ont pas le syndrome que l'on retrouve parfois, qui est le syndrome de Stockholm, où quand on est membre d'une institution, on estime qu'on doit à tout prix faire en sorte que cette institution survive malgré les évolutions de la société. On doit également supprimer le Sénat. On doit également travailler sur les provinces au niveau des intercommunales. Je sais qu'à la mur, un travail a déjà été fait. Il reste énormément à faire en Hainaut, à Liège et dans d'autres endroits de notre pays. Nous devons aussi aborder la question et avancer sur la fusion entre les communes et les CPS et travailler également à un regroupement de communes. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'initiative au sein du mouvement informateur avec nos élus communaux pour travailler à ces questions, pouvoir avancer ensemble avec un objectif, diminuer le coût de l'État pour qu'on puisse rendre l'argent aux citoyens. Parce que nous ne serions pas sincères, nous ne serions pas crédibles si on continue à dire aux gens qu'on va baisser leurs impôts, si on ne baisse pas le coût d'État. C'est un mensonge. On ne peut pas continuer à dépenser chaque année de plus en plus pour les structures publiques et de dire aux gens qu'on va moins prélever. Si on veut moins prélever, on doit moins dépenser. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible grâce à une autre organisation politique. C'est possible grâce aux nouvelles technologies. C'est possible aussi en remettant en cause des vestiges du passé qui n'ont pas de raison d'être. C'est un engagement fort et j'attends vraiment, mesdames et messieurs, de chaque élu du mouvement réformateur de s'engager dans cette direction. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour des mandats. On fait de la politique pour remplir notre tâche, pour honorer nos engagements, pour se montrer digne de la confiance que nous ont donnée nos concitoyens. Mais je vais vous dire une chose. La chose la plus importante, c'est pas l'incluer les titres. C'est la trace qu'on garde. C'est la trace qu'on va laisser. C'est pouvoir se dire qu'on a réalisé quelque chose qui marque le cours et l'histoire de notre pays. C'est l'idée de se dire qu'on a pu mettre en œuvre notre programme, ce qui, dans de nombreuses années, n'a pas été possible. Alors ne craignez rien, mais surtout, soyez pleinement mobilisés
sur cet engagement. C'est ce que nos concitoyens attendent de chacune et chacun d'entre nous. Alors, je ne serai pas plus long. Je vous lirai simplement un dernier mot par rapport à la sécurité. Notre formation politique a fait de la sécurité priorité. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit au niveau international ou au niveau intérieur, la sécurité est menacée. Notre propre formation politique a besoin de grands déploiements de sécurité pour aller dans certains endroits du pays. C'est anormal. Il y a aujourd'hui des gens qui ont peur de fréquenter certains quartiers, certaines rues. On voit autour de nos gares, de certains bâtiments publics, des niveaux de délabrement, des niveaux de mendicité, de vagabondage que l'on n'avait plus connus dans le passé. Alors oui, mesdames et messieurs, nous nous engageons à renforcer cette sécurité. Nous nous engageons à faire en sorte que le casseur devienne le veilleur. Vous avez certainement constaté durant les fêtes les événements qui ont marqué la vie bruxelloise. Vous savez, dans la commune de M. Lerouège, celui qui va nous expliquer comment il va redresser Bruxelles après l'avoir mis en faillite. J'ai toujours été très impressionné par ces gens qui étaient en échec total et qui expliquaient que maintenant ils allaient faire mieux. Très impressionnant. Peut-être que ça l'esprit. En tous les cas, on ne peut plus accepter de voir des dégradations des biens publics, des atteintes à nos policiers, sans que celles-ci soient sanctionnées. Nous devons aussi faire en sorte que les personnes en situation illégale, et en particulier les personnes qui aujourd'hui sont en prison parce qu'elles aient été condamnées pour des crimes ou des délits de droit commun, que ces personnes soient renvoyées dans leur pays d'origine. La Belgique est une terre d'accueil et elle doit continuer à l'être. La Belgique doit être une terre d'intégration, mais la Belgique doit être respectée. Il n'y a pas de raison que nous puissions continuer à accepter sur notre territoire des personnes qui sont en situation illégale. Pire, que dans nos prisons soient présents 43% des détenus qui ne sont pas de nationalité belge. Ça coûte 240 millions d'euros chaque année à nos concitoyens. Alors oui, la Belgique doit être accueillante pour les femmes et les hommes qui veulent s'y investir, qui veulent y travailler, qui veulent bâtir ensemble un avenir. Mais nous devons être fermes et déterminés à l'égard de celles et ceux qui sont venus profiter, porter atteinte à notre sécurité et à notre bien-être. Alors, mesdames et messieurs, à ce titre, nous devons aussi faire en sorte que la nationalité belge soit plus difficile à acquérir. Aujourd'hui, il est possible d'obtenir la nationalité belge en ayant raté son parcours d'intégration. Quel est le sens d'avoir un parcours d'intégration si celui-ci n'est pas contrôlé au moment d'obtenir la nationalité? Alors certains, et je les entends déjà, nous diront c'est du populisme, c'est de l'extrémisme. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement de la justice? Est-ce qu'à un moment donné, vouloir faire en sorte que les mêmes règles s'appliquent à chacun, ce n'est pas le bon sens qui doit conduire notre action? Est-ce qu'au contraire, nous ne sommes pas les plus grands remparts contre les extrémistes, contre les populistes, en faisant en sorte que notre population n'aille pas se jeter dans les bras des extrémistes de gauche, de droite? Est-ce que notre devoir, ce n'est pas de répondre aux problèmes réels, plutôt que de tenter de les cacher avec des mots agréables, mais qui ne correspondent pas à la réalité? Alors oui, ils sont peut-être attaqués, mais nous devons le faire. Nous devons le faire car c'est dans l'intérêt de chacune et chacun. À ce titre, je voulais conclure en vous disant une chose beaucoup plus personnelle, celle relative à notre engagement commun.
Quand je suis devenu président du mouvement des fondateurs, en 2019, le mot libéral était devenu un mot tabou. D'ailleurs, on ne le portait plus dans notre bureau. Et puis je dis, mais non, il faut dire qu'on est des libéraux. On a d'ailleurs le le hashtag qui vient d'être libéral. Et maintenant, je vois qu'il y a plein de gens qui se revendiquent libéral. C'est devenu la nouvelle mode. Je ne vais pas les citer, vous connaissez. Mais ils sont tous devenus des libéraux. C'est quand même clair. Mais je vais vous dire, on doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir. Ça veut dire que notre projet est porteur. Ça veut dire que les gens adhèrent à nos valeurs. Et on peut bien évidemment toujours être limité, mais nous ne serons jamais égalés, comme certains, parce que nous, on sait ce que c'est, libéralisme. Alors, dans les prochains mois, vous verrez encore beaucoup d'attaques, beaucoup de caricatures, beaucoup de questionnements. Et vous ne devez pas douter, vous ne devez pas vous excuser, vous ne devez pas avoir peur. Nous devons être chaque jour en campagne, non pas pour se faire rire, mais pour convaincre bien fonder nos réformes, pour expliquer, pour être au contact, pour bien faire comprendre que nous travaillons pour les femmes et les hommes qui chaque jour se lèvent pour bâtir notre pays, que nous travaillons pour donner un avenir à nos enfants, que nous travaillons pour garantir la sécurité de notre pays, que nous travaillons pour assurer la souveraineté de l'Union européenne. Alors, mesdames et messieurs, dites-vous une chose, il n'y a que celui qui fait rien qui n'a pas de problème. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui n'a pas l'ennemi. Alors peut-être qu'on aura quelques ennemis, quelques adversaires, mais on aura une satisfaction immense en 2020. C'est celle d'avoir durablement réformé la Belgique. Et ça, c'est la quintessence de l'engagement politique. Alors en 2026, soyez heureux, et ça c'est le plus grand souhait que je peux vous faire en tant qu'individu. Parce que n'oubliez jamais qu'on se lève le matin quand même pour être heureux, et plus heureux le soir encore que quand on s'est levé le matin. Soyez courageux, parce que le courage c'est une denrée rare, mais pourtant c'est le seul carburant qui permet de faire des choses dans la vie, et surtout, et plus que jamais. Soyez fiers d'être des libéraux, une excellente année 2023.